Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un mystère qui a défié le temps, une histoire de disparition glaçante, d'une quête de vérité longue de 3 décennies et d'une justice enfin rendue d'une manière totalement inattendue. Imaginez une petite ville paisible, un après-midi d'été banal et une adolescente qui s'apprête à faire une course rapide. Un acte anodin qui va basculer dans l'horreur, laissant une famille brisée et une communauté sous le choc sans aucune réponse pendant des années. Préparez-vous à un récit où chaque indice compte, où l'espoir vacille et où la persévérance finit par percer les ténèbres. C'est l'histoire de Christy Wesselman. Le 21 juillet 1985, la vie à Glen Ellyn, Illinois, semblait douce et prévisible. C'était une ville réputée pour sa sécurité, un endroit où les enfants pouvaient gambader librement dans les rues et où les journées d'été se passaient souvent à l'extérieur. Christy Wesselman, née le 19 avril 1970, incarnait parfaitement cette insouciance. À 15 ans, elle était une jeune fille populaire, entourée d'amis, impliquée dans la vie scolaire, vice-présidente de sa classe et athlète accomplie en volleyball et softball. L'été 1985 la trouvait occupée par des cours d'été et des moments de détente avec ses proches. Ce jour-là, Christy rentre de l'école vers 15h30. Une envie soudaine de soda et de chocolat la pousse à se rendre au magasin local, situé à quelques minutes seulement de chez elle. Sa mère s'attend à la voir revenir rapidement. Mais les minutes s'allongent, puis les heures. L'inquiétude commence à poindre. À cette époque, pas de téléphone portable pour un rapide coup de fil. L'attente est la seule option. La mère de Christy pense d'abord qu'elle a pu croiser des amis et prolonger la sortie. Mais à mesure que la soirée tombe, l'angoisse grandit, implacable. Elle appelle les amis de Christy, un par un. Personne ne l'avoue. Le cœur serré, elle se dirige elle-même vers le magasin, scrutant les rues, espérant apercevoir sa silhouette familière. En vain. La famille passe les heures suivantes à la chercher désespérément. À 1h50 du matin, le silence pesant est rompu. La mère de Christy, le dernier espoir évanoui, contacte la police. Les officiers se lancent immédiatement dans la tâche ardue de reconstituer les dernières heures de Christy. Leur première étape les mène au magasin. Le caissier, qui connaissait bien la jeune fille et l'avait même gardée enfant, confirme qu'elle est bienvenue vers 16h, a acheté des barres de chocolat, puis est partie. Rien d'inhabituel dans son comportement, elle semblait de bonne humeur et n'a pas précisé sa destination. D'autres témoins l'ont également vue au magasin, mais aucun ne peut dire où elle s'est rendue ensuite. Les amis sont interrogés à nouveau, écartant la possibilité d'une simple sortie prolongée. L'enquête se concentre alors sur la recherche. Mais la nuit est tombée, rendant chaque pas plus difficile, chaque ombre plus menaçante. Malgré une détermination sans faille, aucune trace de Christy n'est trouvée. Pas le moindre indice, pas la plus petite piste. Le lendemain matin, la relève est assurée par une nouvelle équipe d'officiers. L'un d'eux suggère de refaire le chemin que Christy aurait probablement emprunté, une option plus rapide, un raccourci bien connu des enfants du quartier. Il s'agit d'un grand terrain vague, parsemé d'herbes hautes, qui sépare la zone résidentielle du magasin et d'un McDonald's voisin. Un sentier étroit et usé par le passage fréquent se dessine à travers la végétation. C'est en suivant cette piste que la macabre découverte est faite. Alors qu'il progresse, l'œil du détective est attiré par quelque chose d'étrange dans l'herbe. En écartant la végétation luxuriante, il découvre un corps humain. L'horreur le saisit alors qu'il reconnaît le visage de Christy. Il appelle immédiatement des renforts et le corps est confié aux experts médico-légaux pour analyse. La scène de crime est méticuleusement examinée par des spécialistes. Leurs efforts sont vains. Aucune empreinte de pas, aucun objet personnel, rien qui puisse donner un début d'explication sur ce qui s'est passé. Les résultats de l'autopsie sont déchirants. Christy est décédée des suites de 8 coups de couteau. Des preuves d'agression sexuelle sont également relevées et du matériel biologique de l'agresseur est recueilli. Cependant, nous sommes en 1985. Les tests ADN, tels que nous les connaissons aujourd'hui, en sont à leur balbutiement et ne sont pas couramment utilisés dans les enquêtes criminelles. L'échantillon est donc conservé précieusement dans l'attente d'une technologie future. Un autre détail intrigant est apporté par la mère de Christy. Sa fille portait une bague en perles ce jour-là. Or, cette bague est introuvable, ni sur son corps, ni sur la scène du crime. Les enquêteurs concluent que le tueur a pu la prendre et des consignes sont données pour surveiller les prêteurs sur gage au cas où l'assassin tenterait de la vendre. Sans preuve physique solide, la police se tourne vers les témoins potentiels. Plusieurs personnes ont emprunté le même sentier vers leur estimé du meurtre, mais aucune n'a rien vu de suspect. C'est étrange, car le corps de Christy n'était qu'à quelques mètres du sentier, bien que dissimulé par les hautes herbes, le rendant presque invisible. Mieux encore, à quelques dizaines de mètres seulement de l'endroit où le corps a été découvert, une famille organisait un barbecue dans son jardin. Malgré la proximité, personne n'a entendu ou vu quoi que ce soit d'anormal. Un employé d'une station-service à environ 60 mètres du champ a également travaillé toute sa journée sans rien remarquer. Pour la police, la situation est déconcertante, tant de personnes à proximité, et pourtant un silence absolu.
Les enquêteurs élaborent des théories. L'agresseur inconnu a pu suivre Christie depuis le magasin jusqu'au champ ou la croiser sur le chemin. Il l'aurait ensuite entraînée à quelques mètres dans les herbeaux et l'aurait tuée, le tout sans faire le moindre bruit. La possibilité que Christie ait connu son agresseur est envisagée, ce qui pourrait expliquer l'absence de cris dans une si petite ville où tout le monde se connaissait. La police commence à enquêter sur tous les hommes qui connaissaient Christie, mais cette piste ne mène nulle part. Une liste d'hommes de la région ayant des antécédents de crimes violents est établie, plusieurs suspects sont examinés, mais aucun ne peut être lié au meurtre. Pendant plusieurs mois, l'enquête piétine. Les pistes sont suivies, les nouveaux suspects interrogés, mais chaque fil d'Ariane se transforme en impasse. 3 longues années s'écoulent sans progrès significatif. Puis, en 1988, une avancée inattendue se profile. L'analyse ADN gagne en importance dans les investigations criminelles. Les détectives décident de collecter des échantillons d'ADN de tous les suspects potentiels de l'affaire Christie, accumulés au fil des ans. Beaucoup coopèrent et aucun de leurs échantillons ne correspond aux preuves biologiques trouvées sur la scène. Mais il y a une exception, une personne qui refuse de fournir un échantillon d'ADN, Dana Henry. Dana Henry, un homme de 34 ans vivant près du champ où Christie a été retrouvé, était dans le viseur de la police depuis le début de l'enquête. À l'époque, il avait nié toute implication, mais son refus catégorique de donner un échantillon d'ADN alimente sérieusement les doutes des détectives quant à son innocence. La police obtient une ordonnance du tribunal pour le contraindre à fournir son ADN. Henry comparaît, persiste à clamer son innocence, mais il est accusé d'outrage au tribunal et détenu pendant plusieurs jours. C'est seulement après cette épreuve qu'il accepte de fournir son échantillon d'ADN. Finalement, son ADN ne correspond pas à celui du tueur. Henry est libéré. À sa sortie, il raconte aux journalistes avoir été détenu nu et n'avoir cédé qu'après une immense pression. Il a dépensé environ 50 000 $ en frais juridiques, une somme considérable à l'époque, a dû hypothéquer sa maison, qu'il a finalement perdue, et a vu de nombreux amis et membres de sa famille lui tourner le dos. Frustré et en colère, Henry intente un procès au département de police, sans succès apparent. Même après que les preuves ADN aient blanchi son nom, certaines personnes le croient encore coupable. Des années plus tard, Henry confiera aux journalistes que cette épreuve avait ruiné sa vie, même s'il n'a jamais été formellement accusé. Pendant une autre année, l'affaire Christie reste dans l'impasse. Jusqu'en 1989, où un rebondissement inattendu la ramène sous les feux des projecteurs. Un juge émet une ordonnance de restriction contre un homme du quartier, un certain Willis, qui bombardait la famille de la victime de conseils sur l'identité du meurtrier qu'il croyait détenir. Willis avait contacté les proches de Christie dès la fin de 1985, prétendant détenir des informations capitales. Chaque piste était investiguée par la police, mais toutes se révélaient fantaisistes ou totalement sans rapport avec l'affaire. Cela dure près de 4 ans, jusqu'à ce que la famille de Christie, à bout, dépose une plainte. L'ordonnance du juge lui interdit tout contact futur. Suite à cela, la police enquête sur Willis lui-même, mais ne trouve aucune preuve le liant au crime. En 2000, l'ADN du tueur est téléchargé dans la base de données du FBI, mais aucun match n'est trouvé. L'affaire retombe dans le froid, revisitée de temps à autre par la police, mais sans jamais se rapprocher de l'arrestation du tueur. 3 décennies entières s'écoulent. Les détectives d'origine ont tous pris leur retraite ou ont été mutés, et le dossier de Christie a été confié à une nouvelle équipe. L'espoir de résoudre l'affaire s'amenuise d'année en année. Puis, en 2015, l'impensable se produit. Un jour, une notification inattendue arrive de la base de données du FBI. L'échantillon d'ADN du tueur de Christie correspond parfaitement à un profil récemment téléchargé. L'ADN appartient à un homme de 62 ans nommé Michael Jones, résidant dans une petite ville appelée Champaign, à environ 150 miles du domicile de Christie. Comment l'ADN de Jones s'est-il retrouvé dans la base de données? Il y a été ajouté après son arrestation pour violence domestique, sa femme l'ayant signalé à la police. Ce détail est crucial. Selon une loi de l'Illinois adoptée en 2002, toute personne soupçonnée d'un crime doit fournir un échantillon d'ADN. Et, ironie du sort, le principal défenseur de cette loi était le procureur de l'État du même comté où le meurtre de Christie avait eu lieu. Ce cas non résolu avait été un facteur majeur dans son engagement pour faire passer cette législation. Dès que la correspondance ADN est confirmée, les enquêteurs se jettent sur le dossier de Michael Jones. La première chose qui saute aux yeux, c'est que son nom n'avait jamais été mentionné auparavant dans l'affaire. Il n'était ni suspect, ni témoin, ni même lié de près ou de loin à l'enquête. Les détectives ignoraient tout simplement son existence. En approfondissant, ils découvrent que Michael Jones a un long passé criminel. Son premier démêlé avec la justice remonte au milieu des années 70 lorsqu'il a agressé une femme, mais il semble avoir échappé à de véritables conséquences. 1 an plus tard, Jones attaque une femme de 27 ans, l'agresse et la laisse sur le parking d'un hôpital. Lorsque la police émet un mandat d'arrêt, Michael se rend. Lors de son procès, il exprime de profonds regrets, affirme respecter la loi et insiste sur le fait qu'il souffre de graves problèmes de santé mentale nécessitant une aide professionnelle.
Cependant, un psychiatre indépendant détermine qu'il était parfaitement conscient de ses actes. En conséquence, Jones est condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison. Et là, une autre révélation choquante, il est libéré de façon anticipée pour bonne conduite, ne purgeant que 6 ans de sa peine. Il est de retour dans les rues dès 1983, 2 ans avant le meurtre de Christie. Sa victime n'a jamais été informée de sa libération anticipée et elle a déclaré plus tard que si elle l'avait su, elle aurait tout fait pour contester cette décision. Un an après sa libération, Michael se marie. Mais en 1994, sa première femme le quitte et obtient une ordonnance de restriction contre lui. La raison ? Il avait montré un intérêt malsain pour l'un de ses jeunes parents. Malgré ce comportement alarmant, aucune accusation formelle n'est portée. En 1999, Michael est de nouveau arrêté, cette fois pour avoir agressé un membre de la famille de sa nouvelle petite amie. Les détectives apprennent également que Michael faisait souvent de longs voyages en moto en solitaire et rendait fréquemment visite à des proches à Chicago. Étant donné que la ville de Christie se trouvait en périphérie de son itinéraire, il est tout à fait possible qu'il ait traversé la région en se rendant chez sa famille. Si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi il n'est jamais apparu sur le radar des détectives. S'il n'a fait que passer quelques heures, il aurait été presque impossible de suivre sa présence. La mère de Christie n'avait jamais entendu son nom auparavant. Lorsque la police l'a contacté pour la première fois à propos de Michael, elle n'y a pas prêté attention, habituée aux innombrables questions posées au fil des 30 dernières années. Mais tout change lorsque la police obtient un nouvel échantillon d'ADN de Michael alors qu'il est en prison et confirme une fois pour toutes qu'il est bien le tueur. Ils rendent visite en personne à la mère de Christie pour lui annoncer la nouvelle tant attendue. Après toutes ces années, l'homme responsable du meurtre de sa fille a enfin été identifié. Avant d'inculper officiellement Michael pour le meurtre de Christie, les détectives interrogent son ex-petite amie. Elle le décrit comme quelqu'un au tempérament volatile, capable de passer du calme à une rage soudaine sans raison apparente. Elle mentionne également qu'il était obsédé par les livres policiers et les émissions criminelles à la télévision. Cette information amène les enquêteurs à soupçonner que Michael pourrait ne pas être seulement responsable du meurtre de Christie, mais potentiellement d'autres crimes non résolus. Ses fréquents voyages en solitaire, ses tendances criminelles et sa fascination pour les récits criminels laissent entendre qu'il savait comment brouiller les pistes et éviter de laisser des preuves. Après avoir solidifié leur dossier, la police inculpe officiellement Michael Jones le 18 septembre 2015. Il nie toute implication dans le meurtre de Christie. L'affaire traîne en longueur pendant 3 longues années avant que le procès ne commence enfin en 2018. Les procureurs réclament une peine de prison à vie, mais Michael décide finalement de plaider coupable en échange d'une peine plus légère. Dans le cadre de cet accord, il n'est pas tenu de révéler les détails du crime. Mais les preuves ADN sont irréfutables. Le juge le condamne à 80 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle pas avant 2095. En d'autres termes, Michael ne marchera probablement jamais plus en homme libre. La famille de Christie remercie les enquêteurs d'avoir enfin clôturé cette affaire. La mère de Christie exprime également sa frustration face à la libération anticipée de Michael en 1983. Elle souligne que s'il avait purgé sa peine complète de 10 ans, il n'aurait pas eu la chance d'attaquer sa fille et Christie serait encore en vie aujourd'hui. Dana Henry, l'homme initialement soupçonné, assiste également au procès du véritable tueur. Dans une interview ultérieure, il confie que les accusations ont ruiné sa vie et que, même des décennies plus tard, il ne s'en est pas totalement remis. Il espérait que de voir la justice rendue l'aiderait à guérir, mais ce ne fut pas le cas. Henry révèle également que, pendant toutes ces années, personne du département de police ne s'est jamais excusé auprès de lui et encore moins n'a eu à faire face aux conséquences des dommages causés à sa vie. Cette histoire est un rappel poignant de la ténacité humaine et de l'évolution de la science. 30 années de douleur, d'incertitude et d'espoir suspendus, jusqu'à ce qu'une avancée technologique et une loi bien pensée permettent enfin de lever le voile sur une vérité insupportable. Le cas de Christie Wesselman restera gravé dans les mémoires, non seulement comme un crime tragique, mais aussi comme un témoignage de la persévérance des familles et des forces de l'ordre face à l'adversité. C'est également un rappel des conséquences parfois dévastatrices des erreurs judiciaires et des lacunes du système. Si vous avez aimé cette plongée dans les méandres de cette affaire captivante, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos réactions sont importantes pour nous. À très bientôt pour un nouveau mystère.